Bienvenue à cet autre épisode des conversations avec un leader à succès. Aujourd'hui, nous allons recevoir un leader qui va nous partager son expérience personnelle, professionnelle, ce qui l'a amené à découvrir le leadership. Si tu es entrepreneur, chef d'entreprise ou leader qui a eu déjà du succès sur le plan financier, ou bien si tu es un leader qui souhaite accroître tes résultats financiers en intégrant la transformation pour que tu puisses avoir de la réussite dans tous les domaines de ta vie, cette conversation va t'intéresser. Et donc, je te présente notre invité du jour. Loum, c'est le CEO de Ilemo. C'est un cabinet de consulting qui est basé à Dakar. Et il est spécialisé dans les questions de leadership, d'entrepreneuriat, de management, de formation des équipes. Si vous avez des équipes où vous avez besoin d'être formés, formez vos équipes, formez les leaders, vos collaborateurs, et que vous êtes à Dakar ou bien vous êtes en Afrique de l'Ouest, Loum, c'est vraiment la personne indiquée parce que vous allez découvrir tout au long de cette émission que Loum a travaillé longtemps dans un environnement où il a apporté vraiment la transformation aux leaders et aux personnes dont il ne pouvait même pas imaginer. Donc, sans plus attendre, je vais laisser Loum se présenter. Mais avant qu'il se présente, je voulais demander à Loum, lorsque je regardais ton profil, en fait, LinkedIn, il y a quelque chose qui m'a attiré, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé lorsque tu as mis que, en ce qui concerne le résultat, tu mets plus l'intérêt des autres, du collectif en avant. Comment est-ce que ceux qui te découvrent pour la première fois à partir de cette plateforme peuvent te découvrir et savoir qui tu es? Alors, merci beaucoup de m'avoir donné la parole, coach Eric. C'est un plaisir et un honneur de participer à cet échange. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié aussi le travail que vous êtes en train de faire de par le monde. C'est quelque chose de très intéressant. Ça aide les gens aussi à avoir un certain niveau de conscience. Ça, franchement, soyez-en félicités et remerciés. Alors, si je dois me présenter, voilà, je vais me présenter d'abord sur le plan conventionnel, c'est-à-dire le niveau d'études et tout, et après maintenant, je vais revenir au niveau professionnel. Je suis Gordon Bloom, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, j'ai fait toutes mes études aussi ici au Sénégal. Je suis titulaire d'un Master 2 en lettres et sciences humaines à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je pense que beaucoup de personnes connaissent cette université de renommée internationale. Donc, où actuellement, je suis une thèse de doctorat et mon thème de recherche concerne la théorie postcoloniale et les relations internationales. Donc, ça, c'est vraiment dans le cadre conventionnel. Mais dans le cadre professionnel, je me présente en tant que formateur certifié en employabilité et entrepreneuriat et tout ce qui tourne autour de l'efficacité professionnelle qui aujourd'hui me permet d'accompagner énormément d'entrepreneurs, mais énormément de porteurs de projets. Donc, je suis certifié auprès de EQUOPS Canada, donc un projet d'employabilité et d'entrepreneuriat qui était basé ici au Sénégal. Ensuite, certifié à IFC, International Finance Corporation, du groupe de la Banque mondiale, où j'occupais en 2020 le poste de consultant en administration et gestion coopérative. Et après cela, maintenant, je me suis lancé vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat en créant ce cabinet dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, vraiment pour accompagner les entrepreneurs, pour accompagner les jeunes dans l'employabilité, dans l'élévation des consciences, pour accompagner également les communautés à découvrir les ressources qui sont autour d'elles et à pouvoir apporter un changement positif dans les dites communautés.
Donc, de manière brève, donc si je dois me présenter, je pense que je vais peut-être me limiter là. Peut-être au cours des échanges, on va également parler de beaucoup de choses qui sont liées à ma vie professionnelle et peut-être à ma vie personnelle. Oui, tu parlais tout à l'heure de te présenter d'une manière conventionnelle et d'une manière inconventionnelle, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais au quotidien dans ton cabinet Ilimo? Alors, au quotidien, nous, ce que nous faisons, c'est déjà, on commence déjà par la prospection parce que nous sommes spécialisés dans la formation en employabilité et qui dit employabilité déjà parlera plus ou moins d'efficacité professionnelle. C'est-à-dire voilà la confiance en soi, la maîtrise de soi, donc la maîtrise également de son environnement immédiat, de pouvoir former en fait les gens sur quelles sont les différentes choses qu'elles veulent faire dans la vie, selon leurs compétences, selon leurs capacités, qu'est-ce qu'ils peuvent en réalité lancer comme voilà, comme je dirais, contenu de formation, etc., etc. Donc déjà, nous découvrons par exemple le besoin des gens et nous essayons quand même d'apporter un élément de réponse par rapport à ça. Donc au quotidien, c'est franchement la prospection et après la prospection, c'est le suivi de cette prospection-là afin d'aider les gens qui ont besoin de nos formations qui tournent autour de l'entrepreneuriat social, comme je l'ai tantôt dit, du marketing social, de la gestion de projet, du management de projet, de tous les logiciels qui portent sur le MS Project, etc. et tout ça. Donc, tous les jours, nous sommes sur le terrain, nous rencontrons les personnes, nous formons les personnes, nous les accompagnons et nous les aidons quand même à accroître voilà, leur travail au sein des entreprises où elles évoluent. Nous accompagnons également de manière individuelle les personnes qui ont besoin d'être coachées, donc en entrepreneuriat ou bien en leadership et tout ce qui est développement personnel. Bref, nous sommes tous les jours voilà, en activité, même les week-ends. Tout à Parce fait. qu'aujourd'hui, Tout à fait. c'est aujourd'hui et nous sommes en train quand même de travailler. Tout à Et fait. nous faisons énormément de choses quand même pour les entrepreneurs et pour les personnes qui ont besoin d'être coachées. Et qui Wow. veulent également découvrir, par exemple, la grandeur individuelle. Wow. Ça, c'est vraiment, ça, c'est important d'avoir des services, des personnes comme toi qui peuvent donner aux gens, aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise de pouvoir connaître ce qu'ils sont capables de réaliser dans leur entreprise, ce Ouais. qu'ils sont capables de créer au quotidien dans leur communauté. Et je voulais te demander, comment est-ce que tu as découvert le leadership dans ta vie? Ah ouais. Une question souvent que j'aime parce que en réalité, si je parle de comment j'ai découvert le leadership chez moi, dans ma vie, souvent ça me ramène à réfléchir sur énormément de choses. Pas à réfléchir sur énormément de choses, mais à parler d'énormément de choses. Vous savez, Eric, je suis de ceux-là qui ne font, qui n'ont pas la chance de connaître en réalité leur père. Ok? Moi, j'ai perdu mon papa depuis le très 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 bas âge, donc à l'âge de 2 ans. Et juste après son décès, comme il n'y avait pas aussi, parce que je suis d'une famille qui est modeste, très modeste, si vraiment je peux m'exprimer ainsi. Et il a fallu que mon oncle vienne me récupérer et m'élever. Et lorsque je partais chez cet oncle-là, j'avais laissé vraiment beaucoup de choses. Hein. Parce que je sais que c'est à cause de l'incapacité de ma mère à pouvoir tout gérer que j'ai été élevé par cet oncle-là. Parce que c'était pas quand même facile. Donc, en grandissant, j'ai vu ce que ma maman a vécu. Dans des difficultés, le manque de considération, le manque de respect. On a vu tout ça. Et en ce moment, je me disais, ben, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, quand je serai grand, qu'est-ce que je vais faire?
déjà, j'ai commencé dès le bas âge, j'ai commencé à réfléchir sur ce que je peux faire pour ma maman. À un certain moment, je me disais que ce n'était pas seulement pour ma maman, excusez-moi, ce n'est pas seulement pour ma maman, mais qu'est-ce que je peux faire pour toute personne qui est en train de vivre ce que ma maman est en train de vivre. Et c'est presque depuis le lycée que j'ai commencé à découvrir que je pouvais faire quelque chose d'autre, qui ne soit pas seulement d'aller étudier, mais de pouvoir être beaucoup plus serviable à la communauté. Et j'ai commencé quand même à m'engager dans la vie associative, à créer des associations, même étant jeune, et en dirigeant même des personnes qui sont 1000 fois plus âgées que moi. Parce que le vide, j'ai peur de voir le vide. C'est-à-dire que s'il y a du vide, pour moi, il n'y a pas la vie. Et il faut créer quelque chose pour permettre aux gens de pouvoir être utiles, de pouvoir échanger, de pouvoir apporter du changement positif. Et c'est comme ça, dès le lycée, je commence à créer des associations. Et dans ces associations, y travaillaient des personnes qui avaient le même âge que moi, mais des personnes également qui étaient 100 000 fois plus âgées que moi. Et lorsque j'ai quitté le lycée pour aller, par exemple, à l'université, ça a encore réveillé quelque chose parce que là, je commençais à voir grand. La chose commençait à changer et je commençais peut-être à faire beaucoup plus de choses pour les parents, pour ma maman en particulier. Mais ça ne suffisait pas. Parce que je disais que moi, je viens d'un milieu très, très défavorisé, je dirais défavorable. Pas défavorable dans le sens où il ne doit pas y avoir de vie, non, mais parce qu'il y avait énormément de choses qui pouvaient être faites et qui n'avaient pas été faites. Alors, la première des choses, c'est qu'est-ce que moi qui suis à l'université, qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté? Et déjà, je commençais déjà à penser à ce que je peux mettre en place comme une entreprise ou bien une association à but non lucratif pour quand même continuer à apporter de la valeur ajoutée à ma communauté et à mon environnement. Eh bien, j'ai continué, bon, voilà, parce que je voulais également montrer au monde que oui, ma maman, elle est pauvre, nous sommes d'une famille pauvre, mais moi, je veux aller jusqu'au niveau supérieur dans les études. Permettre aux gens de découvrir que la personne qui vient de milieu également pas trop comment peut aussi devenir cette personne aujourd'hui qui est devant vous aujourd'hui et qui vous parle de leadership. Parce que lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais jeune, si vous me parliez de leadership ou bien si vous me disiez qu'un jour vous allez avoir le niveau de la thèse de doctorat et que vous allez parler à des étudiants que vous allez former, ben moi je vais vous dire non. Mais aujourd'hui, je suis arrivé aujourd'hui à inspirer des personnes, à donner de la vie à certaines personnes et à contribuer au développement des personnes. Donc, je dirais tout simplement pour résumer, Eric, que le leadership, je l'ai découvert vraiment depuis tout jeune. Et cette découverte-là a été liée par la situation de notre famille. D'accord. OK. Il ne fallait pas aussi rester et dire, bon, voilà, il y a un problème. Donc, non, il ne fallait pas pleurer, il fallait s'assumer. Tout à fait. Et dire qu'on a également quelque chose à apporter à la communauté. Oui, parce que avec ton histoire, en fait, on comprend bien que il y a en fait plusieurs types de leaders, en fait. Parce que il y a des gens qui naissent, par exemple, et qui héritent déjà, qui ont déjà la possibilité, qui ont la chance de vivre déjà dans un cadre où tout est déjà organisé. Ils vont, par exemple, être facilement, avoir une facilité d'évoluer. Et ces personnes-là, par exemple, ils vont avoir tout et ils vont pouvoir évoluer. Mais dans ton cas, tu es parti dans une situation défavorable sur le plan familial et que tu as transformé cette situation défavorable en une situation favorable. Ça veut dire que en tant que leader, on n'est pas seulement leader parce que tout est bien, en fait. Mais on est aussi leader parce qu'on prend conscience d'un fait, d'une situation dans laquelle on vit et puis on peut le transformer en une opportunité pour se transformer et transformer les autres. Et ça, c'est vraiment une belle histoire de transformation. Ce que je veux savoir, c'est quelles sont les principales qualités qui t'ont permis justement de te transformer et devenir ce leader que tu es devenu aujourd'hui? Alors, beaucoup de principes, beaucoup de qualités à partager. Je dirais, la première des choses, c'est
la capacité à observer son environnement, à voir les besoins qui sont là et les problèmes qui sont là et à avoir la volonté d'y apporter un élément de réponse. Les besoins sont là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les satisfaire? Les problèmes sont là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les régler? Je pense que le leader, d'abord, un des principes du leader, c'est la capacité à découvrir son environnement, à analyser son environnement et à voir qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il peut apporter comme réponse. Ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est également la capacité à ne pas tout simplement se limiter à ce que l'on voit et se limiter à ce que l'on vit. C'est-à-dire qu'il faut toujours voir au-delà des frontières. Avoir une vision et que cette vision-là ne soit pas une vision pour l'atteinte d'un objectif, mais que cette vision-là soit une vision, je ne dirais pas illimitée. Mais quand je dis illimité, il faut me comprendre dans le sens où si vous vous fixez un objectif et que vous atteignez l'objectif, ce n'est pas parce que vous avez en réalité atteint votre vision, mais que votre vision doit avoir une autre voie et que vous devez toujours continuer à évoluer. Je pense aussi que l'un des principes, c'est vraiment la capacité à se faire une vision et une vision très large. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, mais c'est la détermination. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses 50%, 50%. Non. Quand vous devez vous engager dans une chose, vraiment engagez-vous à 100%. Et ça, sans détermination, sans engagement, vous ne pouvez pas le faire. L'autre aspect, c'est également ne pas faire ce que tout le monde fait. Je ne sais pas si, par exemple, les gens qui nous suivent vont me comprendre, mais quand je dis ne pas faire ce que tout le monde fait, c'est qu'il faut toujours faire quelque chose de différent pour avoir des résultats différents. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'être flexible, d'avoir une certaine humilité et de pouvoir évoluer de manière positive dans la vie. Donc, voici, il y a tellement de principes qu'on peut partager, mais peut-être à travers ces quatre-là, on peut retrouver en réalité les autres dedans. Que ce soit la responsabilité, que ce soit la flexibilité, que ce soit l'amour du prochain, mais que ce soit également la capacité à pouvoir être conscient de ses faiblesses et de ses forces et à pouvoir aussi apporter de l'énergie positive chez tout le monde. Tout à fait. Donc, je voulais qu'on essaye d'enraciner un peu ce que tu viens de dire dans peut-être une situation que tu as vécue personnellement, qui t'a permis justement de découvrir ces qualités, ces merveilleuses qualités que tu viens de nous partager. Est-ce que tu peux nous ramener un peu dans cette histoire personnelle que tu as vécue? Et qu'est-ce qui a fait le déclic, en fait? Alors, oui, c'est toujours un plaisir de parler de ça. Aujourd'hui, bon, lorsque vous peut-être m'introduisiez, vous avez parlé de ILEMO, donc, qui est le cabinet dont on a parlé tout à l'heure, Institut de leadership et d'entrepreneuriat mobile. Alors, le déclic, c'est vraiment de constater que là d'où je venais, il y avait énormément de personnes qui étaient dans le besoin, surtout en termes de formation, en leadership, en développement personnel, etc., etc. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas la chance de faire des études. Donc, vous voyez que souvent, quand on parle de développement personnel ici, les gens ont tendance à penser qu'aux études supérieures, quand on parle de développement personnel, on ne parle de développement personnel que dans les instituts privés, que dans les entreprises. On ne parle de développement personnel d'entrepreneuriat que dans les lieux ou bien dans les milieux un peu professionnels. Alors, moi, je me suis dit, non, il faut changer la paradigme. Il faut changer de paradigme, pour moi. Vraiment, il faut savoir que les gens aussi doivent parler de développement personnel en langue locale. Il faut permettre aux gens de parler de leadership en langue locale. Il faut permettre aux gens de pouvoir faire des formations en entrepreneuriat, en développement personnel, en communication d'entreprise, en culture d'entreprise, en langue locale. Parce que tout est parti de là. Celui qui est devenu expert aujourd'hui, peut-être il est venu d'une famille où peut-être beaucoup de personnes n'ont pas fait les études. Et c'est vraiment pour ça
que j'ai dit, ben, qu'est-ce que je peux faire pour ces communautés? Et la seule chose, c'était de pouvoir créer le cadre. Et le cadre, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre en place un cabinet. Si vous voyez, par exemple, la notion de mobile dans l'appellation de mon cabinet, mobile, pas dans le digital, mais mobile en tant que cabinet qui peut faire des déplacements et qui peut aller là où le besoin se trouve. Tout à fait. Et vraiment, notre apport par rapport à ça, c'est de pouvoir aller en milieu rural, là où les gens ont besoin d'être aidés, là où, par exemple, on a besoin, par exemple, d'élever le niveau de conscience des gens, de pouvoir les fédérer et de venir animer ces genres de formation en langue sérère, en langue wolof, en langue pulaar, en langue diola. Donc, je suis en train de parler un peu des langues, de certaines langues au Sénégal. Donc, juste pour permettre de dire à ces gens-là que ce qu'on enseigne en développement personnel et en leadership, on peut bel et bien l'enseigner dans nos langues locales. Donc, la confiance en soi, comment on doit avoir confiance en soi, comment on doit se découvrir, comment on doit en réalité apporter de la valeur ajoutée, comment on doit pouvoir épouser cette conscience collective pour toujours avancer. Donc, vraiment, notre apport était quand même de pouvoir considérer qu'il y avait un manque et que ce manque-là, pour le combler, mais ce n'est pas de rester dans son coin et de pensant que tout est OK, mais c'est de repartir là d'où l'on vient, oui, et de pouvoir quand même dispenser, faire ce transfert de compétences, faire ce transfert de connaissances, d'accord, aux populations qui sont dans le besoin. Donc vraiment, c'est en réalité ça, le simplement de considérer qu'il y a un manque de pouvoir et de vouloir venir apporter, par exemple, notre apport, notre expertise par rapport à ce manque-là. C'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à mettre en place ce cabinet et qui marche bien parce qu'on travaille avec énormément de personnes dans le besoin, avec énormément de communautés et on change quand même des vies, honnêtement. Ok, donc est-ce que tu peux me parler un peu des expériences que tu as vécues dans l'exercice de tes services en tant que CEO de Elimo, des résultats que tu as eus, par exemple, sur le terrain? Ok, donc bon, là on a beaucoup de résultats, mais je vais peut-être parler des gens qu'on a rencontrés en milieu rural. Oui. Je pense un des exemples patents, c'est un groupe de personnes que j'ai formées en développement personnel et en élévation des consciences, et que parmi ces personnes-là, il y avait un vieux qui venait juste de faire sortir sa fille de sa maison, c'est-à-dire de la daigner, de la renvoyer. Pourquoi? Parce que la fille avait juste un problème avec son congénère, je dirais, avec son ami. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Avec son petit ami. Et malheureusement, cette fille-là était tombée enceinte. Et que le vieux, la seule solution qu'il pouvait avoir, c'est de la sortir de la maison. Le thème de notre formation de ce jour était la vie en famille. Comment le père doit se comporter à l'égard de ses enfants et comment les enfants, eux également, doivent se comporter à l'égard de leurs filles. Et comment également, en tant que parents, découvrir qu'on n'a pas tout en réalité en possession. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les capacités, toutes les qualités et qu'il y a des qualités qui vous manquent. Voilà. Et même en tant que père de famille aussi, il faut savoir que tes enfants ont des qualités, mais ils ont également des défauts, c'est-à-dire des manquements. Et que si toi, en tant que père de famille, tu penses que tout doit être OK parce que tu es OK, là, tu vas sûrement faire fausse route dans la mesure où dès qu'une personne, par exemple, de la famille commet une erreur, tu vas penser peut-être qu'il l'a fait exprès. Et c'est vraiment ce qui est arrivé à ce vieux-là, pensant peut-être que lui, il est au complet, il n'a pas de problème, mais que ce sont ses enfants qui ont commencé à avoir des problèmes. Et les questions, par exemple, qu'on posait, c'est
En tant que père de famille, quand un enfant a un problème, quelle est souvent ta réaction? Il dit que souvent, voilà, c'est la maman qui s'occupe d'elle. Alors là, il y a un problème. En tant que père de famille, si tu dis que c'est la maman qui va s'occuper d'elle, ça veut dire que toi, tu as déjà fui tes responsabilités. Or, en tant que père de famille, tu dois pouvoir apporter de la valeur ajoutée pour que tes enfants également recouvrent la santé, pour que tes enfants puissent avoir un certain épanouissement. Alors moi, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que réellement c'était seulement le fait de la renvoyer de la maison qui était la solution? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu aimes ta fille? Il me dit, oui, j'aime ma fille, je l'aime. Je lui ai dit, est-ce que si ta fille rencontre aujourd'hui un problème, là où elle vit, est-ce que tu seras content? Il me dit non. Je lui ai dit, est-ce que si ta fille mourait aujourd'hui, tu vas présenter tes condoléances ou bien tu vas la prendre pour l'enterrer? Il me dit oui. Je lui ai dit que maintenant, si en réalité cela arrive, et que tout le monde sait que c'est toi qui l'as renvoyé de la maison, quelle sera ta réaction? Ah, il fallait vraiment des questions, il fallait des réponses. Ah ouais, je pense que tu allais le chercher très long dans son fond intérieur. Oui, effectivement, parce qu'il le fallait en réalité. Et c'est comme ça qu'il a commencé à découvrir. Eh bien, moi, dans les échanges, je lui ai dit, mais ça même, c'est loin. Mais qui te dit aujourd'hui que quand tu quittes cette salle, tu vas arriver chez toi? Ah oui, il me dit non. Alors, parce qu'en réalité, cette fille-là que tu as renvoyée, il faut savoir aussi que quand tu as mal, elle peut être insensible à ton égard. Ah oui. Mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est lui qui devait maintenant poser des questions. Je lui ai dit non, mais je n'ai pas la réponse, c'est toi qui as la réponse. Et la réponse, c'est vraiment de considérer cette fille comme ta fille. Donc, il faut l'aider. Elle a besoin d'être aidée, elle a besoin d'être encadrée. Elle est déjà dans le désespoir, elle est déjà dans le désemparement. Donc, si en réalité tu la renvoies, tu vas encore la causer des problèmes. Et je vous assure, le lendemain, il m'a dit, bon, de toute façon, moi, je vais prendre une solution. Je ne savais même pas que le lendemain, il est parti lui-même chercher cette fille, la ramener à la maison et a rampé devant elle, chose que je n'ai jamais vue de ma vie. Wow. Ramper devant elle, pourquoi? Parce qu'en réalité, il venait de commettre peut-être une erreur monumentale de sa vie, parce qu'on ne lui a pas fait ça et sûrement il a commis des erreurs. Tout à fait. Il y a des exemples à n'en plus finir comme ça qu'on a rencontrés durant nos formations. Souvent, par exemple, ce sont des personnes qui vous disent, ben, voilà, moi j'ai un ami ou bien j'ai une amie, j'ai fait 1 an sans parler d'elle ou bien sans lui parler. Alors, si par exemple, la personne te dit, ben, elle a fait 2 ans sans parler à son ami, ça veut dire déjà qu'elle veut encore du mal à son ami. Mais heureusement, si vous leur posez les questions de savoir, si par exemple cette personne-là mourrait aujourd'hui, est-ce que tu auras mal? Mais la personne va te dire oui. Est-ce que si cette personne-là rencontrait des difficultés, est-ce que si tu trouvais cette personne en train de vivre l'atrocité, est-ce que tu vas intervenir? Mais naturellement, c'est oui. Alors, quel est le problème? Pourquoi tu ne peux pas aller lui dire que, bon, voilà, il faut qu'on arrête le problème, il faut qu'on continue à vivre? Pourquoi? Parce que les gens ont souvent tendance à avoir un ego et malheureusement, c'est cet ego-là qui les dicte. Et ce que l'ego dicte n'est pas souvent ce qui les arrange et ce qui est bon pour eux. Ces 2 personnes ont fait 2 ans, elles n'ont pas parlé, elles ne sont pas adressées la parole. Mais je dis, comme c'est une seule parmi elles qui était avec moi en formation, je lui ai dit que bon, dès que tu rentres aujourd'hui, ben, il faut aller chercher ton ami. Elle me dit non, je ne peux pas faire ça, monsieur. Je lui ai dit si tu vas le faire. Elle me dit non, je lui ai dit si tu vas le faire, parce que tu peux le faire. Elle me dit, mais quand je pars chez elle, qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, je lui dis, ben, dites-lui tout simplement qu'on a un problème, mais ça ne vous arrange pas. Parce que c'est la réalité, ça ne vous arrange pas. Parce que si elle a mal, toi, tu auras mal. Si elle souffre, toi, tu souffres. Si elle rencontre des problèmes, toi, tu as le sentiment de vouloir l'aider.
alors pourquoi vous ne parlez pas? Et le lendemain, lorsque la fille, elle est partie, parce que lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a trouvé que l'autre était en train de balayer la cour. Heureusement, lorsqu'elle l'a vue, elle était tellement surprise qu'elle ne pouvait pas imaginer que celle-là également pouvait aller la voir, venir la voir. Elle a salué, bon voilà, on lui a répondu, elle a dit que moi je suis venue aujourd'hui pour vous voir. Elle lui dit juste, mais pourquoi vous êtes venu me voir? Elle lui dit que parce que depuis quelques années, on ne parle pas. Et je suis sûr et certain que ça ne m'arrange pas et ça ne vous arrange pas. Et je vais vous expliquer le pourquoi ça ne m'arrange pas. Ok, comme on ne peut pas inviter par exemple quelqu'un dans la cour, donc ils sont entrés dans le salon et ils ont discuté. Mais rassurez-vous que ce qui est arrivé, M. Eric, ces deux personnes ont rencontré ces problèmes, pas parce qu'elles devaient avoir des problèmes, mais c'est une autre personne qui a amené ces problèmes entre elles. Et il a fallu qu'elles discutent pour pouvoir découvrir réellement que le problème qui les opposait n'était pas un problème entre eux, entre elles, mais c'était un problème qui a été inventé par une autre personne. Et que cette autre personne-là est en train de bien vivre, et que ces deux amies qui ne s'étaient pas parlé depuis des années souffraient intérieurement chacune. Voici en réalité souvent des exemples que nous rencontrons sur le terrain et honnêtement les résultats sont immédiats. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas méchants. Oui. Les gens sont bons de nature. Comme on le dit, quand on vient au monde, on vient seul. Et souvent, on est dépourvu de péché. Et donc, on a un cœur qui est bon, qui est vide. Donc, il n'y a pas de souci. Et souvent, c'est les environnements qui font que nous soyons méchants, que nous avons certaines considérations, etc. et tout ça. Tout à fait. Mais quand même, de nature, vraiment, les personnes sont bonnes. Et si vous leur parlez, vous leur montrez le bon chemin, vous allez découvrir qu'elles aussi, elles veulent vivre dans l'abondance, dans la beauté, dans la bonté. Tout à fait. Et cette histoire de... Moi, ce qui m'intéresse dans ton histoire avec ce papa qui a chassé sa fille, en fait, ça me projette un peu à ce chef d'entreprise, en fait, qui a son entreprise et qui gère son entreprise dans la même situation que ce papa qui va chasser son employé ou bien qui va chasser son collaborateur, ne sachant pas quoi faire. Ne sachant pas quoi faire. Ça veut dire qu'une situation pareille, son employé a commis une faute, ben, il décide de chasser son employé, ne sachant pas quoi faire, par exemple. Et très souvent, voilà la situation dans laquelle les chefs d'entreprise se retrouvent souvent à prendre des décisions qui ne sont pas alignées, des décisions qui viennent du fait qu'ils ont peur, ils n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités, comme ce papa qui n'arrivait pas à assumer sa responsabilité de papa et qui a poussé cette responsabilité-là à la maman. Et lorsqu'on est chef d'entreprise et qu'on n'arrive pas à assumer ses responsabilités, on n'arrive pas à dire que évaluer les décisions qu'on a prises et de dire, OK, ça, ce sont les bonnes décisions qui m'ont amené au résultat. Ça, ce sont les mauvaises décisions qui m'ont amené à peut-être avoir peut-être un résultat moindre ou bien un résultat que je n'ai pas attendu. Comment est-ce que je vais faire pour évaluer ces décisions-là et apporter maintenant une décision qui puisse m'amener à voir le résultat que je veux? Et très souvent, ces personnes-là vont fuir. Ils vont fuir leurs responsabilités et ils vont mettre la faute aux autres. Un bout d'émission en disant non, ce n'est pas moi, parce qu'on a l'impression que quand on est chef d'entreprise, on connaît tout, on a la science, on a la boule de cristal, on connaît tout. Et que c'est les autres le problème, ce n'est jamais nous. Ce n'est jamais nous. Et ça m'amène à introduire un thème que j'aime beaucoup et que j'aimerais te demander. Comment toi, tu arrives à t'influencer? Parce que dans la transformation, en fait, comme on dit, le leadership, c'est ta capacité à s'influencer et à influencer les autres. Et très souvent, chez les chefs d'entreprise, ils ont du mal à accepter se remettre en question. Ils ont du mal à accepter voir le côté sombre ou bien les décisions qui n'ont pas été assez efficaces
pour amener la croissance de leur entreprise. Et là, il faut faire un travail de rétro, de se voir, en fait, voir son côté sombre. Cette rétrospection, il faut faire oui, l'introspection et voir son côté sombre pour réévaluer la situation. Mais les chefs d'entreprise, ils n'ont pas cette capacité-là parce qu'ils se disent, moi, je suis chef d'entreprise, je m'en fous, je prends la décision que je veux. Et généralement, ça entraîne des catastrophes. Dans ton cas, par exemple, quelles sont les méthodes que tu utilises, par exemple, pour t'influencer, pour te remettre en question, pour faire ce travail d'introspection-là, qui t'aide justement à réévaluer, par exemple, tes décisions? Alors, mais ça, c'est très intéressant ce que vous avez dit, surtout par rapport, par exemple, aux chefs d'entreprise. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent la même difficulté ou bien les mêmes difficultés. Souvent, certaines entreprises souffrent parce que leur chef souffre. Vous savez, la souffrance, ce n'est pas le manque d'argent seulement, mais la souffrance, c'est de méconnaître sa vraie personnalité. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ou bien beaucoup de chefs d'entreprise ne savent pas qu'ils ont des manquements et ils ne s'assument pas aussi. Alors, pour s'influencer, il faut déjà se connaître. Quand on fait une rétrospection, c'est pour se connaître. C'est pour, en réalité, connaître ses qualités et ses défauts. Et c'est en connaissant ses qualités et ses défauts qu'on peut déjà commencer à inspirer, par exemple, l'autre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelque chose qui nous détermine, mais l'autre aussi a quelque chose qui le détermine. Tout à fait. Alors moi, dans mon environnement, vraiment, je ne me pose pas, par exemple, de problème dans le sens où je reconnais déjà que j'ai mes faiblesses. Et que mes faiblesses aussi ne sont pas, par exemple, des faiblesses qui seront suivies ou bien qui seront laissées comme ça. Non. On découvre ces faiblesses et on commence à y apporter quelque chose. Parce que dès qu'on sait qu'on est faible dans une chose, il faut commencer déjà à faire en sorte que ce manquement ou bien que cette faiblesse disparaisse. C'est un travail au quotidien pour quand même pour se permettre en réalité de grandir. Quand je dis grandir, ce n'est pas par la taille, mais par l'esprit. C'est de commencer vraiment à dire que, bon, oui, il y a certaines qualités qui me déterminent, mais il y a aussi des défauts, et ces défauts-là, comment je dois pouvoir faire pour trouver des solutions par rapport à ça. Et c'est exactement en le faisant que tu vas également, dans ton environnement immédiat avec tes collaborateurs, que tu vas dire, ben, effectivement, moi, si j'ai des qualités et j'ai des défauts, mais les collaborateurs également ont leurs qualités, ont leurs défauts. Et s'ils ont leurs qualités et leurs défauts, mais moi, je ne vais pas trop me limiter à exploiter leurs qualités, mais il va falloir également que j'exploite leurs défauts. Parce qu'exploiter leurs défauts également leur permettra de grandir. Parce que c'est ce qui va nous permettre de grandir ensemble. Donc, franchement, la manière dont moi je fais pour amener de l'influence dans mon environnement, c'est de pouvoir faire les choses de manière efficace, de manière répétée, pour pouvoir en réalité donner, par exemple, de la confiance à mes collaborateurs, mais aussi de pouvoir féliciter, je dirais, les collaborateurs qui travaillent avec moi, parce qu'il faut également les féliciter. Il ne faut pas tout simplement voir, par exemple, les défauts, mais quand on découvre un défaut également chez un collaborateur, donc il faut le lui dire par la manière, parce que les gens aussi ont besoin, par exemple, d'être coachés, mais d'être coachés par la manière. Donc, la personne a besoin d'être félicitée. La personne a besoin d'être reconnue. La personne a besoin d'être valorisée. En le faisant, mais on vous valorise, vous vous valorisez aussi. Parce que si vous valorisez les collaborateurs aussi vont vous valoriser. Ne pas tout simplement se limiter à l'aspect du statico, je suis le directeur général, tout ce que je vais le faire. Non. Parce que vous pouvez être directeur général, mais que les personnes avec qui vous travaillez sont 100 000 fois plus compétentes que vous.
Donc, il faut reconnaître cela, leur laisser la latitude quand même d'exprimer leurs compétences, de s'exprimer et de pouvoir venir derrière et voilà, continuer quand même à coacher derrière.